Selon la communauté scientifique, le coronavirus serait arrivé jusqu'à l'homme par une chauve-souris consommée près d'un marché aux animaux de Wuhan en Chine. D'autres chercheurs évoquent la piste du pangolin, petit mammifère cuirassé menacé de disparition car chassé et revendu à prix d'or pour sa peau et sa viande, même si la Chine vient d'en interdire le commerce. Quoi qu'il en soit, pour le coronavirus comme pour Ebola il y a quelques années, le virus vient directement de la faune sauvage. Depuis la Seconde Guerre mondiale, des centaines de bactéries et de virus sont apparus ou réapparus dans des régions où ils n'avaient jamais été observés. SRAS, grippe aviaire, Ebola, Zika, VIH, coronavirus, etc. 60% de ces pathogènes sont d'origine animale et 2/3 proviennent d'animaux sauvages. Comme l'explique cet article de Science Magazine, si les interactions entre les hommes et les microbes issus du milieu sauvage ont toujours existé, comment expliquer cette augmentation récente de la fréquence d'apparition des pandémies ? Dans un article pour Le Monde diplomatique, la journaliste d'investigation Sonia Shah explique que la destruction méthodique de l'environnement par l'extractivisme forcené a provoqué un phénomène d'atomisation, d'archipélisation du monde sauvage. Plus concrètement, cela veut dire que les animaux n'ont pas d'autre choix que de déborder sur les milieux humains car les humains s'installent partout. Conséquence, les chances pour qu'un virus, qui n'est pas dangereux pour son animal porteur, entre en contact avec un organisme humain augmentent. Sonia Shah explique également que selon une étude sur Ebola menée en 2017, les apparitions du virus porté initialement par des chauves-souris sont plus fréquentes dans les zones d'Afrique équatoriale ayant subi des déforestations récentes. En rasant les forêts habitées par les chauves-souris, ces dernières sont poussées à aller se percher sur les arbres des jardins. Il suffit qu'un humain croque dans un fruit déjà mordu par une chauve-souris et donc couvert de salive, ou se fasse mordre en tentant de la chasser pour qu'un virus pénètre son organisme. Autre conséquence du saccage de l'environnement et de la destruction des habitats naturels, la disparition des barrières biologiques permettant de se prémunir face aux parasites. En effet, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la destruction des habitats représente la première cause de la 6e extinction de masse de la biodiversité. Or, cette biodiversité de proies et de prédateurs empêche les parasites comme les moustiques ou les tiques, fréquemment porteurs des virus, de trop se multiplier. Selon une étude conduite dans 12 pays et publiée dans The Scientist en janvier 2019, les moustiques sont 2 fois moins nombreux dans les zones boisées intactes que dans les zones déboisées. Conclusion, si on veut limiter le risque de propagation des maladies, il faut permettre à la nature d'ériger de nouveau ses barrières biologiques. En termes de politique publique, cela peut se traduire par une transition agroécologique d'ampleur qui doit privilégier les arbres, les haies et faire la guerre aux pesticides, principale cause de la disparition du vivant. Dans un même élan, la lutte contre la déforestation, nationale ou importée, doit être implacable. Plus de 80% de la déforestation est à visée d'exportation agricole, de viande notamment. La puissance publique doit donc, pour limiter le risque d'épidémie et de pandémie, combattre l'élevage industriel au profit d'un élevage local, intégré dans les cycles agroécologiques. De plus, le réchauffement climatique contribue à nous rendre plus vulnérables face au virus. Notamment avec l'augmentation de la température. Le cycle de l'eau est bouleversé, avec plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, l'évaporation de l'eau est de 7% plus élevée que la normale. Résultat, plus de sécheresse et des pluies diluviennes. La combinaison des deux entraîne un durcissement des sols et une stagnation plus longue des eaux qui n'arrivent plus à pénétrer la terre. Des conditions idéales pour le développement du choléra par exemple, dont les bactéries remontent les cours d'eau depuis la mer. Les moustiques qui se reproduisent dans l'eau stagnante s'en trouvent également avantagés. L'Organisation mondiale de la santé estime ainsi que le changement climatique entraînera 60 000 décès supplémentaires liés au paludisme chaque année, entre 2030 et 2050, soit une augmentation de près de 15% par rapport à aujourd'hui. La fonte du permafrost dans le cercle arctique pourrait également libérer des glaces de dangereux pathogènes oubliés comme l'anthrax ou la grippe espagnole qui avaient fait plus de morts que la Première Guerre mondiale entre 1918 et 1920 avec plus de 50 millions de victimes. Mais ce n'est pas tout. La multiplication des événements extrêmes comme les ouragans ou les inondations affaiblit également les communautés humaines en détruisant les infrastructures et en désorganisant les chaînes d'approvisionnement. Les migrations climatiques, si elles sont si massives qu'annoncées par l'ONU, entre 250 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques en 2050, peuvent faciliter la propagation des pathogènes. Pour ces raisons, la lutte contre le changement climatique et la prévention des risques sanitaires ne peuvent qu'aller de pair. Au-delà de la lutte contre les gaz à effet de serre, c'est enfin une lutte contre les autres formes de pollution atmosphérique, en particulier celle due aux microparticules qu'il faut mener.
En Italie, une étude scientifique conduite par les universités de Bari, de Bologne et de Milan vient éclairer sous un autre angle la crise sanitaire actuelle provoquée par le coronavirus. Elle pointe le lien possible entre la pollution atmosphérique et la propagation, mais aussi le niveau de dangerosité du virus. La Lombardie concentre la moitié des malades du pays et plus de 65% des décès liés au Covid-19. Le taux de létalité du virus y dépasse les 11% contre 5,6% dans le reste du pays en moyenne. Or, les villes de Lombardie connaissent les niveaux de particules fines les plus hauts d'Europe à cause d'une présence industrielle massive et des densités de transport. L'étude montre ainsi que le rapport entre pollution et mortalité s'explique par deux choses. Premièrement, le virus utiliserait les particules fines présentes pour se déplacer et rester en suspension dans l'air un certain temps de l'ordre de plusieurs heures ou de plusieurs jours, sur de courtes et de longues distances. Et si cela est confirmé, cela vient rappeler qu'en plus des politiques de confinement et de l'application des gestes barrières, une action ambitieuse doit être menée pour la diminution drastique de la pollution atmosphérique. Deuxièmement, en favorisant les maladies respiratoires de tout type. La pollution atmosphérique fragilise les populations et renforce en même temps la dangerosité du virus, plus susceptible de contaminer les sujets dits à risque. La pollution renforce également ce qu'on appelle la comorbidité, le fait que les gens déjà malades soient plus vulnérables au virus. Pour rappel, la pollution de l'air serait responsable de près de 9 millions de décès prématurés chaque année dans le monde, car elle provoque des maladies cardiovasculaires graves. C'est, à titre de comparaison, beaucoup plus que ceux causés par le tabac. Pour l'Agence européenne de l'environnement, la pollution de l'air est la cause de près de 518 000 décès prématurés en Europe, dont 67 000 en France, soit un taux de 105 décès pour 100 000 habitants, avec un coût pour la société estimé à 101,3 milliards d'euros. En définitive, le coronavirus vient révéler les grands paradoxes de notre système mondialisé, destructeur à la fois pour le climat, la biodiversité et pour notre santé. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire l'article de Pierre Gilbert pour Le Vent se lève, à l'origine de cette analyse, qu'on vous met en lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre Twitter et notre Instagram. Nous allons produire beaucoup d'autres contenus à ce sujet et si vous appréciez notre travail, vous pouvez aussi nous soutenir en faisant un don sur Helloasso à l'association Le Vent se lève. Et puis moi je vous dis à bientôt.